Comment comparer les progrès de l'adaptation entre territoires, entre pays, entre niveaux de décision? Comment disposer de repères communs sans pour autant effacer les réalités locales? Pour ouvrir cette 4e session, j'accueille Sophie Berger, policy officer au sein de la mission adaptation de la Commission européenne. Sophie, votre intervention est intitulée l'Europe de l'adaptation, comment harmoniser la mesure de progrès entre 27 États membres. Vous avez le temps qu'il faut et merci d'être avec nous. La parole est à vous, la zapette fonctionne, tout va bien. Donc, vous m'entendez? Parfait. Bonjour. Voilà, merci de m'accueillir ici. Je m'excuse d'avance parce que j'ai l'habitude de travailler en anglais, donc pour moi ça a été un exercice extrêmement difficile de traduire tous mes slides et donc je m'excuse d'avance parce que je sais qu'il y aura des anglicismes dans le tas. Et donc du coup, moi je viens de la Direction générale de la recherche et de l'innovation à la Commission européenne et ici j'aimerais bien diviser ma présentation en 3 parties. La première partie, ça va être pourquoi est-ce qu'on parle d'adaptation au niveau européen. La deuxième, ça va être qu'est-ce qui est mis en place au niveau européen. Et puis la troisième, ce sera un petit focus sur la mission d'adaptation qui est le sujet sur lequel je travaille. Et donc c'est le sujet avec lequel je suis le plus familier. Oui. Et donc, en termes d'adaptation et enjeux européens, on a dit ce matin que l'adaptation, c'est un petit peu la petite sœur de l'atténuation au changement climatique. C'est quelque chose qui est historiquement resté très en retrait. Mais il faut savoir aussi que cette adaptation, au moment où on a commencé à parler d'adaptation, ça a été historiquement quelque chose de très national. Et on l'a entendu aujourd'hui. C'est national simplement aussi parce qu'on parle de territoire, on parle d'aménagement. Et donc ça a trait à des compétences très, très nationales. Mais de plus en plus, l'adaptation doit être vue comme un enjeu qui est aussi européen. Et il y a 3 raisons pour ça. La première, c'est que elle est due à la nature des risques qui sont transfrontaliers par définition. La deuxième, elle est due à l'évolution des risques. Et la troisième, elle est due à notre réponse aux risques. Et donc, je propose, dans cette première partie, de voir un petit peu plus en détail. Et donc, on l'a évoqué avant, mais la nature des risques, c'est bien clair. Les risques climatiques, ils s'arrêtent pas aux frontières. Ils en ont rien à faire des frontières. Et donc, ça veut dire, par exemple, qu'en 2025, quand le Portugal a eu des feux de forêt et que ces feux de forêt ont commencé à évoluer, l'Espagne, à un moment, a eu très, très chaud en pensant qu'il y avait cette question, est-ce que les feux vont dépasser la frontière? Un autre exemple pourrait être, par exemple, en 2021, quand la Belgique et l'Allemagne se sont fait inonder avec ces grosses inondations. La Belgique étant un pays tout plat, en Flandre, c'est très facile. Il suffit juste d'ouvrir les écluses. Ça nous débarrasse du problème. Le seul problème, c'est qu'à partir du moment où on fait ça, c'est les Pays-Bas qui se font complètement inonder. Et donc, ça veut dire que ces questions, elles peuvent pas être prises en isolation. Il faut de la cohérence, il faut du dialogue au niveau européen. Une autre raison pour laquelle il faut des dialogues, c'est les effets cascades, les effets dominos, parce que à partir du moment où on a un problème dans le système, ça peut se répercuter très très loin. Par exemple, en termes de réseau électrique, en chaîne d'approvisionnement, en termes de transport. Et donc, la nature même fait qu'on a besoin de la cohérence. Le deuxième élément, c'est aussi qu'avec l'évolution des risques climatiques, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, mais ça devient de plus en plus une menace vraiment existentielle. Et donc, historiquement, on avait les changements climatiques qui étaient cantonnés au département de l'environnement, mais de plus en plus, ça devient quelque chose qui a trait à tout. Et donc, ça veut dire que le changement climatique, ça affecte tous les secteurs, ça affecte tous les niveaux de pouvoir, donc y compris le niveau européen. On observe aussi pour l'instant une claire montée en puissance du changement climatique en tant que question économique, on en a beaucoup parlé, et on en a un petit peu moins parlé pour l'instant, c'est aussi des enjeux sécuritaires, sécurité civile, mais aussi de plus en plus, c'est quelque chose qui est pris en compte dans les débats de défense qui deviennent des débats qui sont de plus en plus importants. Et donc, c'est aussi voir le changement climatique comme un amplificateur de risques et se dire, OK, on peut pas avoir une Europe stable avec un climat instable, et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le problème à bras le corps. Et le troisième élément, ça a plus trait à la réponse, mais les États seuls, ils peuvent pas tout faire. C'est lié à ce que je viens de dire avant, mais on observe une fragmentation des approches. On sait aussi qu'il y a énormément d'inégalités en Europe quant aux risques. Par exemple, on sait qu'en Europe, il y a 3 hotspots en termes de changement climatique. Ce sont les pays du sud de l'Europe autour de la Méditerranée. Ce sont les zones côtières très basses et ce sont aussi les régions outre-mer. Et donc, on sait qu'il y a des différences. On sait qu'il y a des différences de moyens, de gouvernance, et on sait aussi qu'il n'y a pas de comparabilité. Sur la figure qui est ici sur mes slides, elle date un petit peu, mais je trouvais
qu'elle est pas mal pour illustrer ça. C'est donc dans la première colonne, on a les pays européens qui ont une loi climatique mise en place, les pays avec une stratégie d'adaptation et les pays avec un plan d'adaptation. Et donc, quand on voit, il faut pas regarder dans les détails, mais ce qui est intéressant vraiment avec ce graphe, c'est de se dire qu'en fait, il y a à boire et à manger sur ce qui se passe en Europe. Et on a besoin d'harmonisation pour être sûr qu'on parle tous le même langage, pour être sûr que tout ce qu'on fait ensemble a du sens. Et donc, ça termine ma première partie. La deuxième partie, c'est essayer de vous prendre par la main un petit peu et d'expliquer, de débroussailler ce qui se passe en termes de politique européenne d'adaptation. Ça pourrait être résumé en deux choses qui sont importantes. Ici, rien que cette ligne temporelle, on voit que c'est pas avant 2018 que l'Europe a commencé à s'emparer de la question d'adaptation. Et il y a eu deux moments clés. Le moment en 2018 avec le nom très facile à dire du règlement sur la gouvernance de l'Union de l'énergie et de l'action pour le climat. Qu'est-ce que c'est ce gouvernement? C'est la régulation qui, suite à l'accord de Paris, met en place tout le processus de reporting, d'information sur l'adaptation, sur l'énergie et sur l'atténuation. Et c'est très très important parce que l'accord de Paris, dans le contexte de la Convention cadre des Nations Unies, tout est négocié au niveau européen. Et donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu d'harmonisation pour être sûr que l'Union européenne récolte les données et puisse aller du coup aux Nations Unies et rapporter ce que l'Europe fait. Le deuxième et plus important, c'est en 2021, il y a eu non seulement la stratégie d'adaptation de l'Union européenne qui exprime comment l'Union européenne devrait être adaptée d'ici à l'horizon 2050 et devenir résiliente en termes climatiques. Et c'est basé sur 4 piliers qui sont ou non inspirés de Daft Punk. Et donc c'est Europe qui est plus intelligente, plus rapide, plus systémique et avec de l'action internationale. Et de manière plus importante, je dirais, en 2021, on a aussi la loi européenne sur le climat. Et cette loi, elle est très, très, très importante. Parce que c'est vraiment cette loi qui a fait de l'ambition climatique en Europe. C'est vraiment ça qui a inscrit l'ambition climatique de faire de l'Europe le premier continent qui est neutre climatiquement, mais aussi résilient. Ça a été inscrit dans la loi. Et l'idée avec ça, c'était vraiment de nous mettre sur une trajectoire qui est inéluctable, de fournir aux investisseurs de la prédictibilité et vraiment ne pas pouvoir retourner en arrière avec cette notion de progrès continu. Et c'est tellement important que je propose de passer quelques minutes sur qu'est-ce qu'il y a dans la loi européenne sur le climat. Et donc, c'est assez simple. Elles disent que les États membres et la Commission européenne doivent faire. Donc les États membres, ils sont mis en charge d'adopter, de mettre en œuvre et de réviser régulièrement des stratégies et des plans nationaux d'adaptation et de rapporter leurs progrès. Ça veut dire en gros que la liberté est laissée aux États membres de faire les choses de la manière comme ils veulent. La Commission européenne, quant à elle, elle doit aussi adapter, mettre en œuvre et réviser une stratégie européenne d'adaptation, mais pas forcément un plan. Donc c'est un petit peu plus léger, c'est offrir une vision cohérente pour tout le monde, mais de manière plus importante, elle est aussi chargée de regarder ce que tous les États membres font de manière indépendante, d'évaluer le progrès et de veiller à la cohérence des actions. La manière dont ça marche, et c'est aussi en lien avec les accords internationaux, c'est que depuis 2023, tous les 5 ans, les États membres doivent rapporter les projets, la Commission évalue, elle passe ça au Parlement et au Conseil qui examinent, parce que aussi quelque chose qui est important à savoir, c'est qu'on entend souvent quand on critique un peu Bruxelles en disant la Commission a décidé ceci, la Commission a décidé cela, mais la Commission, elle a juste le pouvoir de proposer. Ceux qui décident, ce sont les représentants des États membres et les parlements. Ça, c'était le petit moment. Et donc, c'est le Parlement et le Conseil qui examinent, et puis, si besoin, des mesures correctives sont mises en place. Et donc, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour montrer un petit peu comment ça marche en pratique, de manière très simple. Et donc, avec tout ça, on pourrait se demander, ok, mais où est-ce qu'on en est en termes d'adaptation de manière générale en Europe? La réponse, elle est pas incroyable. C'est-à-dire que sur l'image à gauche, qui vient de UCRA, le rapport d'évaluation des risques fait de l'Union européenne fait en 2024, on voit que plus on a du mauve ou du rouge, plus il y a des risques pour lesquels il faut agir de manière urgente. Et en gros, sur les 2 dernières années, on a vraiment 3 rapports clés qui nous disent que soit l'Europe n'est pas prête à faire face à l'augmentation des risques climatiques, ça c'était l'Agence européenne de l'environnement. On a aussi la même année la Cour des comptes qui a dit que
les actions d'adaptation au niveau européen ne sont pas à la hauteur des ambitions, mais ça veut dire qu'on a quand même les ambitions, donc ça c'est déjà quand même un bon départ. Et le troisième qui est plus récent, c'est que c'est le Conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique qui nous dit que l'aggravation des effets du changement climatique exige une adaptation urgente et coordonnée dans l'ensemble de l'UE. Et c'est pour ça, et ils vont même un petit peu plus loin, et ils essayent d'analyser les problèmes qui sont actuellement là face à l'architecture que je vous ai expliquée, et ils en arrivent à la conclusion qu'il y en a trois. La première, c'est qu'on a une vision européenne, c'est bien, mais cette vision européenne, elle est encore trop vague. Les objectifs, ils sont pas du tout opérationnalisables, ils sont pas du tout, on peut pas les traduire en actions concrètes de manière facile. La seconde, c'est qu'il manque aussi un cadre légal. La troisième, ça c'est la vision trop vague. Le deuxième élément, c'est que les monitoring et les apprentissages sont insuffisants. Et on a toujours cette difficulté à mesurer l'adaptation qui est le thème de la journée. Et donc ça montre que comme on le voit depuis tout à l'heure, c'est vraiment un problème réel auquel on revient tout le temps. Et le troisième qui est quand même assez important, c'est que le rôle de l'Union européenne n'est pas suffisamment défini. Et donc on sait ce qu'on est censé faire en théorie, mais en pratique, de nouveau, c'est un petit peu compliqué. Quelle solution est-ce qu'on pourrait amener face à ça? Potentiellement le cadre intégré européen pour la résilience climatique qui est prévu pour 2026. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que en termes d'action climatique au niveau européen, cette année, ça risque d'être une année assez importante parce qu'on essaye vraiment de répondre à ces problèmes, de vraiment augmenter l'efficacité de la lutte contre les effets du changement climatique. Et je vais pas passer trop de temps, mais parce que c'est pas encore sorti, c'est prévu pour octobre, plus ou moins. Mais il y a certains éléments que je trouve qui sont intéressants à mettre en avant. Le premier, c'est que dans l'idée actuelle du projet, ce serait d'avoir des scénarios communs de température de référence, donc un petit peu comme ce qui a été fait en France avec les scénarios TRAC, je pense, mais établi à toute l'Europe. La deuxième, c'est vraiment être sûr que tout le monde évalue les risques, que ce soit au niveau européen, au niveau national, mais aussi au niveau sectoriel. Le troisième, qui est très très important, c'est vraiment de clarifier qui est responsable des risques. Dans le rapport ECRA, qui est le rapport d'évaluation des risques européens, le principal avantage de ce rapport, c'est que ça montre qui est en charge de quoi, pour quelles compétences. Parce que sinon, le problème avec la datation, c'est que, comme je disais, c'est tellement partout qu'il peut facilement y avoir de l'inaction simplement parce qu'on ne sait pas qui est censé s'occuper de quoi. Et donc ça, c'est vraiment un élément qui est très très important. Le deuxième, évidemment, c'est se préparer mieux et plus d'actions dans tous les secteurs face au changement climatique. Et le troisième, c'est aussi faire du mainstreaming de l'adaptation, c'est-à-dire que venir avec le concept de résilience by design, qui est vraiment prendre en compte le climat futur dans tout ce qu'on fait. Et vraiment ne pas cantonner ça à juste le côté adaptation ou le côté environnement. Après, il y aura un volet aussi sur la mesure de progrès qui est aussi aligné avec ce qui se passe au niveau international. Et donc ici, pour l'instant, il y aurait 5, par rapport à ce cadre européen intégré de résilience, il y aurait 5 composants clés. Une proposition de projet de loi ou de régulation européenne pour rendre les choses plus contraignantes. Présenter l'adaptation, on n'en a pas spécialement parlé, mais ça c'est pour vraiment pousser l'adaptation, ce serait présenter l'adaptation comme opportunité de compétitivité et innovation, comme c'est le cas pour l'instant de l'atténuation avec le marché du carbone. Travailler vraiment sur le volet finance et assurance, intégration systématique, donc résilience by design, comme je disais, et aussi travailler sur des outils numériques pour rendre les risques accessibles à tout le monde, que ce soit les business, que ce soit les citoyens. Et donc ici, ça me mène à la troisième partie de la présentation, qui est la mission européenne d'adaptation au changement climatique, qui, selon moi, est aussi un exemple d'harmonisation, mais plutôt bottom-up, de bas en haut, en termes d'adaptation au niveau européen. Et donc, vraiment, c'est ce que j'ai dit avant, c'est une autre manière de le présenter, mais on a les ambitions au niveau européen d'avoir un continent qui est résilient d'ici 2050. On a les mécanismes qui font que chaque État membre doit mettre en place des stratégies et des plans d'adaptation.
Mais en même temps, la réalité du terrain nous dit que ce sont les régions et les entités locales qui ont le plus d'impact des changements climatiques et qui vont avoir besoin d'agir et de mettre en place le plus d'actions. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette mission. C'est vraiment comme une tentative d'aligner ces 3 niveaux de pouvoir, voire même 4. Et donc, l'idée de la mission adaptation, c'est de soutenir 150 régions et communautés à devenir résilientes au changement climatique d'ici 2030. Et donc, contrairement à la stratégie d'adaptation qui a un horizon temporel de 2050, ici on a un horizon temporel de 2030 et l'idée c'est vraiment de travailler avec un sous-groupe de régions qui ont envie d'expérimenter, qui ont envie d'aller plus vite, plus loin. C'est vraiment au cœur de la mission et donc pour faire ça, on essaye vraiment de mettre en place 3 conditions, enfin surtout 2 qui mènent à cette accélération de l'implémentation en réunissant non seulement la science mais aussi la politique. Et donc, en termes d'engagement politique, par exemple, on a 333 régions et municipalités qui ont signé la charte d'adaptation, dans laquelle ça représente 280 millions d'habitants en Europe. Et dans cette charte, ils s'engagent à faire plus en termes d'adaptation. Parce que avoir un engagement politique, c'est quelque chose qui, parfois, dans certains cas, permet de lancer vraiment la machine d'adaptation, de réunir les citoyens autour d'un objectif commun. Donc, c'est quelque chose à pas forcément négliger. Le second aspect, c'est plus par rapport à la science et c'est la création de connaissances. Et donc, ce qu'on fait beaucoup dans la mission, c'est qu'on démontre vraiment et on teste et on démontre sur le terrain des solutions innovantes avec tous les acteurs, donc co-créer aussi avec les régions. Et on essaye aussi de viser certains endroits où il y a des lacunes de connaissances, où on essaye vraiment de pousser la connaissance et la recherche pour vraiment adresser les problèmes qu'on a. Un autre élément qui est très très important, c'est qu'on essaye de favoriser les échanges, que ce soit les échanges entre scientifiques, entre acteurs du terrain, vraiment tous les mettre ensemble pour co-créer des solutions, mais aussi entre les pairs. Et donc, par exemple, dans nos démonstrations, comme je disais avant, on a 185 territoires qui sont impliqués avec 113 réplicateurs. Et donc, rien que dans la manière dont on construit nos choses, on développe d'un côté et on pense déjà à la réplication de comment transférer cette connaissance ailleurs. Et on fournit aussi de l'assistance technique. Et donc ici, pour la fin de ma présentation, ce que je vais faire, c'est prendre 3 exemples, parce qu'on a 65 projets dans la mission adaptation, 3 exemples de projets qui essayent de démontrer comment est-ce qu'on peut harmoniser grâce à la mission. Le premier, et vous avez peut-être certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler du projet Pathway to Resilience. L'idée de ce projet, c'est vraiment d'accélérer, d'accompagner les territoires à accélérer l'adaptation. Et on passe vraiment de la théorie à la pratique, parce que du coup, on a un consortium central qui a reçu 30 millions d'euros. Avec ces 30 millions d'euros, ils ont développé un framework pour vraiment élaborer des stratégies d'adaptation, mais ça va plus loin parce qu'on parle aussi d'élaborer des plans d'action de résilience climatique et des plans de financement et investissement. Parce que, comme on le disait avant, on peut pas parler juste plan sans parler financement. Et donc ça, c'est la théorie. C'est qu'est-ce que nous dit la science à cet instant-ci? Comment est-ce qu'on produit des stratégies d'adaptation qui sont vraiment state of the art? Mais c'est pas assez. Pour pouvoir vraiment avoir de l'impact sur le terrain. Après, ce que ce projet fait est qu'il distribue 200 000 euros à 100 territoires qu'on voit ici. Donc en France, on a l'Île-de-France, on a la Normandie et on a la Nouvelle-Aquitaine. Et ils vont vraiment donner cet argent à ces territoires pour qu'ils mettent en œuvre pour qu'ils produisent leur propre plan d'action de résilience et de financement. C'est une manière de faire en sorte que on teste à grande échelle vraiment des moyens d'adresser l'adaptation basés sur la science et on échange aussi entre les différents pairs. Le deuxième exemple que je voulais utiliser, c'est un nouveau projet qui vient de commencer et CEREMA est aussi impliqué là-dedans, c'est les hubs nationaux. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en novembre, on a lancé un projet qui s'appelle Adaptation Hubs, qui met en place 27 hubs avec les représentants des principales autorités nationales, mais aussi régionales, locales et d'autres parties prenantes. Et l'idée, c'est vraiment de renforcer la gouvernance multiniveau. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est clé parce que
On peut pas travailler en silo quand il s'agit de changement climatique, que ce soit au niveau horizontal entre les secteurs, mais que ce soit au niveau aussi vertical entre les différents niveaux de pouvoir. Il faut un petit peu de cohérence parce que sinon, sans ça, on risque d'être contre-productif. Et donc vraiment, c'est censé être un lieu d'échange pour améliorer cette gouvernance, mais aussi pour échanger les différentes pratiques en Europe. Parce que sinon, il y a déjà énormément de choses qui se passent en Europe, notamment en France, où le domaine de l'adaptation est assez bien avancé, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays en Europe. Mais souvent, ces actions ont lieu au niveau national et donc il y a un petit peu un blind spot de ce qui se passe ailleurs, alors qu'il y a énormément de solutions à aller chercher ailleurs qui pourraient inspirer les actions en France. Et c'est aussi un moyen de disséminer l'expérience. Et le troisième projet que je voulais mettre en avant, c'est un projet qui s'appelle Underpin, qui travaille spécifiquement sur améliorer la mesure du progrès sur la résilience. C'est un projet qui est en fait coordonné par une entité française, HEC à Paris. Donc, et je sais qu'ils sont en contact avec certains éléments, certaines personnes du ministère, mais vraiment, ce qu'on leur a demandé de faire, c'est de concevoir et co-développer et aussi valider un framework qui serait outcome oriented. Et donc, du coup, on en a parlé avant en utilisant d'autres mots, mais c'est d'habitude en adaptation, soit on peut mesurer les processus, soit on peut mesurer les outputs de ce qu'on a produit, par exemple, combien d'arbres ont été plantés. Mais on a vraiment du mal, comme on en a parlé pendant toute la journée, à mesurer l'effet à un petit peu plus long terme. Et donc, c'est vraiment sur cette question-là qui vont travailler, tout en prenant en considération les différents niveaux de pouvoir. Ils ont commencé aussi à l'automne, donc c'est encore tôt dans le projet, mais ils avancent et je voulais partager avec vous un peu des résultats préliminaires qui sont le fruit de discussions qu'ils ont eues avec d'autres de nos projets sur comment mieux mesurer l'efficacité de l'adaptation. Et donc, comme je disais, ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment passer d'une approche qui est orientée output vers une approche qui est beaucoup plus orientée à impact. Que penser que c'est possible d'avoir un cadre standardisé unique, c'est un peu une utopie. Ce qu'il faut, c'est des principes partagés, des indicateurs qui sont interopérables et une logique de reporting qui est commune, mais tout uniformisé, ça ne marchera pas. Il y a toujours, comme on en a discuté, on en est souvent venu, des contraintes méthodologiques, comme par exemple l'attribution d'une certaine action dans le plus long terme, l'attribution d'un effet à une certaine action, mais aussi des trous dans les données, des problèmes de chronologie, de capacité de monitoring. Mais les priorités actuellement pour le futur, c'est vraiment d'essayer de renforcer les mandats institutionnels et les ressources pour le monitoring à long terme, qui est pour moi une condition sine qua non pour avancer dans les progrès de mesures d'adaptation. Une harmonisation des indicateurs aussi et des orientations méthodologiques qui va être important. Mettre en place des processus d'apprentissage intersectoriels pour que la connaissance vraiment passe de manière fluide d'un endroit à l'autre et améliorer l'intégration du suivi et de l'évaluation dans la prise de décision, qui est aussi quelque chose qu'on n'a pas forcément beaucoup abordé aujourd'hui, mais mesurer, juste pour le principe de mesurer, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment arriver à combiner cet aspect de mesure avec cet aspect de prendre des mesures correctives pour ajuster le tir. Et donc, ça m'amène ici à ma conclusion. Donc, j'en ai 4. La première, c'est que historiquement, l'adaptation était un enjeu national, mais maintenant, elle doit vraiment être aussi pensée au niveau européen. La deuxième, c'est que l'Europe doit vraiment faire des efforts pour accélérer l'adaptation. Et à ce moment-ci, c'est un moment clé pour justement faire ça, parce qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui va être important de saisir. La troisième, c'est que harmoniser, ça veut pas dire uniformiser, et ça, c'est très, très important. Ça veut simplement dire qu'il faut qu'on parle le même langage pour se comprendre, mais ça veut pas dire être prescriptif dans la manière de faire les choses. Et la quatrième, c'est que selon moi, la mission d'adaptation, c'est vraiment une initiative qui est intéressante comme laboratoire d'innovation qui montre comment on peut concilier à la fois flexibilité locale et cohérence européenne. Merci beaucoup, Sophie.